Bienvenue au pays du melon, une épopée radiophonique sur l'histoire de Cavaillon et de son fruit légendaire. Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, les pénuries et les famines sont encore bien présentes dans les esprits. Le gouvernement français souhaite sécuriser l'approvisionnement alimentaire de ces villes et imagine un nouveau genre de service public, le marché d'intérêt national. L'objectif est de créer de nouvelles infrastructures pour faciliter la mise en relation entre producteurs d'un côté et distributeurs de l'autre. Fluidifier le commerce en somme, et tenter de maîtriser les prix alors que la France prépare aussi son entrée dans le marché commun européen. Le conseil municipal de Cavaillon saisit l'opportunité et demande l'obtention de ce nouveau statut. En juillet 1965, le marché d'intérêt national de Cavaillon est inauguré et remplace le marché qui avait lieu jusqu'alors sur la place du Clos. Il devient un nouvel endroit incontournable pour les acheteurs et les paysans de la région. Cavaillon, c'était le cœur du département, comme Château-Renard était le cœur du nord du département des Bouches-du-Rhône. Pourquoi ? C'est eux qui donnent la tendance du prix. Si le prix est faible, ça veut dire qu'il y a trop de marchandises sur le marché. Mais si le prix est haut, on te dit « Ah, à Cavaillon aujourd'hui, il a fait 5 francs 80. » Alors là, 5 francs 80, c'était quelque chose déjà. Cavaillon était extraordinaire. Il avait un attrait pour l'agriculture, c'était abominable. Tout le monde venait à Cavaillon vendre ses fruits et légumes. Tout le monde. C'est en grande partie le commerce qui a fait la richesse de la ville et la renommée du melon de Cavaillon. Alors puisqu'on s'intéresse à son histoire, je vous propose aujourd'hui de plonger dans les souvenirs du marché d'intérêt national. L'apparition du mine était inéluctable, en ce sens que la place du Clos était asphyxiée. Il y avait une trop forte production et la place du Clos ne pouvait plus l'absorber. C'est dire qu'à ce moment-là, le maire de Cavaillon, M. Mitifio, a très bien compris la nécessité économique et l'expansion de cette activité agricole qui était très importante, et il a donc pris option pour créer le marché d'intérêt national, qui s'est fait donc près de l'hippodrome de Cavaillon, afin de dégorger ce potentiel trop important de la place du Clos et pour donner un second souffle à cette activité économique, ce qui a été le cas pendant de nombreuses années, puisque des entreprises se sont délocalisées, comme Ravotte, comme Bouscarle, Giraud, Flavien, et ont quitté leur entrepôt intramuros pour s'installer, disons, dans des lieux beaucoup plus spacieux et disons, plus faciles d'accès. Vous avez peut-être reconnu la voix d'Émile Morlot, qui nous racontait, dans un des épisodes précédents, ses souvenirs d'enfance sur la place du Clos. Après avoir été initié au métier de négociant en travaillant pour son oncle, il a rejoint la maison Flavien, une des maisons d'expédition cavaillonnaises qui a vécu le déménagement de la place du Clos vers le Mine. À partir du moment où nous sommes venus nous installer dans le marché d'intérêt national, et que nous avons eu l'idée normale pour faire une telle transition d'être embranchés. C'est-à-dire nous avons eu le chemin de fer dans l'entrepôt. D'un seul coup, notre parc de véhicules a diminué des 3/4, car nous n'avions plus à transporter notre produit en gare de Cavaillon, les wagons étant carrément dans l'entrepôt. Donc il y a eu une économie substantielle au niveau de l'investissement véhicule, au niveau des chauffeurs, que nous avons réduit, et compte tenu de la dimension de l'entrepôt que nous avions créé, nous avons eu une rentabilité qui n'avait plus rien de comparable. Et alors, à part cette optimisation, est-ce que ça a changé autre chose pour vous de déménager du centre-ville vers le Mine ? Ça nous a donné un élan considérable,
Le marché était royalement placé à la sortie de l'autoroute et à la jonction des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Et comme les producteurs des Bouches-du-Rhône fréquentaient beaucoup le marché de Cavaillon, la commodité d'accès a permis à un plus grand nombre de producteurs de fréquenter ce marché. Et pour nous, le potentiel augmentant, ça a été effectivement un élément de croissance inévitable. Ma première sortie avec mon papa, alors c'était tout un cérémonial parce que on s'y préparait, il fallait se lever bonne heure, on partait à 5 heures, on découvrait la marche à suivre pour vendre la marchandise, que ce soit du melon ou des tomates, ce que tu veux, quoi. Et donc moi j'ai ces souvenirs d'avoir vécu ma première sortie, j'avais je sais pas quel âge, je devais avoir 5 ou 6 ans. C'était un événement. Après, ça s'est renouvelé au fil des années, jusqu'à ce que je prenne le relais, moi, 20 ans après, bien sûr. Jackie Maselli, agriculteur et fils d'agriculteur, se souvient des années qu'il a passées aux mines et nous raconte la mécanique bien huilée de cette place de marché. Il y avait 3 portes essentielles, si j'ai bon souvenir. Une porte de la route des courses, une porte des Bouches-du-Rhône et une porte du centre-ville. Tous les camions attendaient depuis demi-heure, 1 heure, à savoir que les gens plutôt arrivaient à 4 heures du matin, attendaient l'heure légale de rentrée, c'est-à-dire, je n'ai plus en tête, mais ça pouvait être 5 heures du matin. Tous les camions se dirigeaient alors sur les différentes files qui leur étaient attribuées. Par exemple, le melon, c'était la 2e file, les tomates ou pommes de terre, c'était la 4e file, insensiblement. C'était un regroupement majestueux en l'espace d'un quart d'heure. On sortait du camion, on avait un garde qui nous faisait payer l'entrée. À l'époque, il nous délivrait un petit ticket qui attestait d'avoir payé notre place. Et puis on allait au café, on allait au bistrot du marché, comme on appelait. Voilà. Et là, on attendait sagement l'heure des transactions. Dans le bar, on mangeait, on buvait, de la fumée, les cigarettes. Bernard Joumont, agriculteur et fils d'agriculteur, a lui aussi connu les premières décennies du mine où il accompagnait son père. Bon, c'était un brouhaha infernal, quoi. Tout le monde braillait, parlait. Les gens mangeaient des andouillettes. C'était la fête tous les jours, quoi. Voilà. Bon, il y avait des tables assises où les gens buvaient le café ou mangeaient, mais après il y avait les 3 quarts, ils étaient debout, et voilà, on voyait celui-là qu'on connaissait, on disait bonjour à celui-là, bonjour à l'autre. Et mon père venait, même quand il avait rien à vendre, il venait quand même au marché pendant 1 heure ou 2. Il faisait pas la bringue, mais il venait pour cette ambiance qui était vraiment... C'était la joie et la vie, quoi. La vie, c'était ça, quoi, à cette époque-là, quoi. Alors ils arrivaient, rentraient, ils prenaient leur sandwich froid, le chaud, ils attendaient pour le chaud. Michel Javaloyez, serveuse au bar du Mine. Les sandwichs, on les faisait d'avance. Ils prenaient leur sandwich, ils allaient au comptoir prendre leur verre de vin ou bière et ils payaient au comptoir. Et il y avait un monde. Puis le bar était beaucoup plus grand, il y avait 3 grandes machines à café, on faisait, je sais pas moi, 1200 cafés, rien que le matin. On prenait pas les commandes tellement qu'il y avait du monde, on chargeait les plateaux de café et on livrait. Ils payaient tous en espèces, ils avaient des liasses de billets, ils se payaient à table. Quand ils buvaient le café, ils se payaient là, à table. Des fois, il tombait des billets, moi je balayais, je ramassais. C'est la belle vie, quoi. Mais il était bondé, hein, parce qu'il regroupait tous les producteurs. Jackie Maselli. Il regroupait tous les négociants qui arrivaient 1 demi-heure après. C'était une fusion de grandes paroles, voilà, on ne s'entendait même pas. Des fois, je me rappelle, il fallait être bien à côté de son interlocuteur pour bien comprendre les faits. Il y avait certains rapprochements, parce que il y avait des négociants qui voulaient à tout prix réserver un lot plutôt qu'un autre. Il fallait discuter du prix. C'était une ambiance extraordinaire.
Alors là, vous êtes dans le bâtiment administratif. Et donc là, si vous voulez, on n'a pas les images. Là, le bâtiment administratif, dans le hall, c'était de ce côté les prix affichés, ce qu'on appelle la mercuriale. Et de l'autre côté, les standards, il y avait 4 standardistes exactement, qui recevaient tous les coups de téléphone, qui dispatchaient à chaque pilier, il y avait 4 téléphones. Il n'y avait pas les portables à l'époque. Donc, après. Et sur le parking Tarot, là où il y avait les producteurs qui vendaient leurs marchandises, à chaque pylône de lumière, il y avait 4 cabinets téléphoniques sur le parking et à l'intérieur dans le hall d'entrée. Et puis elle faisait l'annonce à haut-parleur et le producteur ou l'acheteur allait prendre son appel. Roland Bourg est le premier employé à avoir conduit un chariot élévateur sur le mine de Cavaillon. À une époque où les milliers de tonnes qui transitaient par le marché étaient portées à la main, il est en quelque sorte entré dans l'histoire. Mais avant cela, il a eu plusieurs postes différents sur le marché. Alors au départ, j'étais juste à l'entrée pour encaisser. On avait 4 caisses. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au début, que je suis rentré ici, on avait ce qu'on appelle une admission. C'est-à-dire que le producteur ne pouvait pas rentrer avant 5h30. Donc tout le monde était garé jusqu'au lycée, et à une époque jusqu'au pont de la Durance. Certains petits malais acheteurs s'arrêtaient à acheter la marchandise avant. Après, il y avait l'admission, donc il fallait que tout le monde rentre à un quart d'heure. Donc c'est pour ça que j'allais en caisse. Après, je prenais une feuille, je faisais le relevé de toutes les marchandises qu'il y avait. Ça, c'était hard, parce qu'il fallait relever les tonnages, les machines, ici, là. Ça, c'était pour la mercuriale, pour les prix. Et alors justement, comment étaient décidés les prix de vente sur le marché ? Alors on a le service des nouvelles de marché. C'est-à-dire c'est des gars qui viennent, qui demandent combien tu vends, il faut une moyenne avec ça. Ça s'appelle la mercuriale. Et elle était affichée dans le bâtiment administratif. Je le faisais, on va dire, c'était un peu approximatif parce que c'était impossible. Je passais avec une feuille, combien de voyages de pommes golden, combien de voyages de pommes organiques, combien de voyages d'asperges. Et je leur donnais ça et ils faisaient un tonnage à partir de ça. Pas le prix, un tonnage. Mais bien sûr, le prix, ça correspond, s'il y a beaucoup, c'est toujours moins cher. Si c'est rare, bien sûr, c'est plus cher. Donc ils se fiaient un petit peu à ça. Et eux le faisaient un petit peu aussi de leur côté. Parce qu'ils savaient que je ne pouvais pas le faire tout seul. Parce qu'ils venaient à 2 ou 3 les mecs pour faire les prix. Et après, au téléphone, ils transmettaient à Château-Renard. Et avec ça, c'est que leurs collègues de Château-Renard, ils faisaient une moyenne. Il y avait le prix le plus bas, je vais vous dire par exemple un 40. La moyenne, un 50, le prix le plus fort, un 60. Après, c'était au producteur de défendre avec ça. Il avait 3 tarifs. Le plus bas qui s'était vendu, le plus cher et la moyenne. Si sa marchandise était belle, il pouvait demander le plus cher. S'il voulait un peu débarrasser ou que c'était un peu moins beau, il disait allez, un 40, c'est bon. Voilà. Et ils ne pouvaient pas vendre plus ou moins ? Ah ben si, mais ça, il y en a qui l'ont fait, mais ils se sont fait allumer, parce que ça casse le prix. Casser le prix, c'est jamais bon, parce que vous cassez le prix pour tout le monde. Mais ça a eu été fait, mais des embrouilles, là, sur ce parking, j'en ai vu, je peux vous le dire, j'en ai vu. Et des chaudes, heureusement qu'on avait la police municipale. Des chaudes, parce qu'il y en avait certains, ils savaient, ou alors, ah ben non, finalement, je te prends pas la marchandise, ils savaient que l'autre collègue, il avait baissé un peu plus. Le lendemain, ça s'expliquait, hein. C'était chaud. Qu'est-ce qui se passait alors ? Il y a eu des pneus crevés, il y a eu des coups de fusil en l'air, il y a eu il y a eu un peu des bousculades chez ici là, et ça se charriait. On connaissait un producteur à Monteux qui avait des photos dans son bureau. Bernard Joumont. Et j'ai vécu ça, donc je peux confirmer que c'est une photo qui existe, et que c'est vrai. C'était une mer de camions sur le mine de Cavaillon. Et je me rappelle que mon père me disait, quand j'y allais avec lui, il me disait « Suis-moi parce que tu vas te perdre ». Ça grouillait, ça parlait, il y avait des bruits dans le micro. Sabine Rochas, fille de négociant,
et petite fille d'agriculteur. Et quelque chose qui était étonnant, c'était qu'il y avait cette ligne blanche sur le sol. Et d'un côté les vendeurs et d'un côté les acheteurs. Et il fallait donc attendre la sonnerie pour que les acheteurs puissent se diriger vers les vendeurs. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que j'avais mon papa d'un côté qui était devenu acheteur, mais de l'autre côté de la ligne blanche, j'avais mon grand-père qui était vendeur. Et donc je savais qu'à un moment donné, j'allais rejoindre le camion de mon grand-père. Et donc tout ça créait une ambiance assez spéciale pour moi qui étais une enfant et je comprenais tout ce jeu qui se faisait et je comprenais que les acheteurs ne pouvaient pas acheter officiellement avant la sonnerie, mais certains se connaissaient et se faisaient des signes et tout était dans la relation et dans les gestes. Un peu comme, j'ai jamais rien compris, mais un peu comme la bourse, vous savez. Roland Bourg. Quel tiroir de prix, tous ceux qui font le signe de la main, ben là, ils se faisaient un peu des signes. Là. C'était une palette, machin, le prix. Alors des fois, vous aviez des producteurs qui s'infiltraient dans le groupe des acheteurs, dans le garde, ils le sortaient. Des fois, vous aviez l'acheteur qui passait entre les camions pour entrer avant. C'était les coups de sifflet, les engueulades avec la police municipale, c'était chaud. Le marché au melon est ouvert. C'était surtout les hommes qui y allaient. Eliane Joumont, fille et petite-fille de paysans. En fait, ça se passait de manière très simple. Il y avait énormément de petits camions, de petites fourgonnettes, mais souvent des camions bâchés. Et les vendeurs, les paysans qui vendaient leurs marchandises, attendaient le passage des expéditeurs de Cavaillon. Et l'expéditeur, quand il voyait, et puis souvent il connaissait le paysan, il connaissait la marchandise du paysan, il lui disait « je t'en donne ça ». Alors l'autre il répondait « non, ça va pas, c'est pas assez ». Alors il repassait au bout d'un moment, s'il voulait, quand il avait fait le tour et qu'il voyait s'il n'y avait pas d'autres marchandises aussi belles que celle-là, la quantité qu'il lui fallait, etc. Il revenait, il lui écrivait sur un petit bout de papier « et ça, tu es d'accord à ce prix-là ?» Donc, en général, l'affaire était faite, se taper dans la main, et puis voilà. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de... Voilà, c'était la parole. Le marché aux légumes est ouvert. Tous les quarts d'heure ou 10 minutes, je n'ai pu être trop en souvenir, Jackie Mazelli. il y avait la sonnerie qui déterminait la transaction d'un produit. On changeait de rangée, comme on dit. Tous les légumes passaient en priorité, puis c'était la rangée des tomates, puis les melons, suivi en fin d'été des raisins, des pommes, voilà, au fur et à mesure de l'arrivée des produits dans la région, quoi. Et une fois que la tractation était réalisée, que c'était vendu, que le lot que tu avais sur le camion était vendu, mais on passait aux pommes bascules, il y avait 3 ou 4 pommes bascules, on pesait bien sûr le poids brut, on allait livrer. Je ne sais pas, moi, tu avais les vendre 800 kg de melon à tel ou tel, et après, une fois que tu l'avais déchargé, tu revenais faire la tare, bien sûr, et c'est ce qui te déterminait ton poids net. Ouais. Et vous vendiez sur le marché à qui alors? Tu parlais des demi-grossiers. Oui, on vendait d'abord, il y avait bien sûr les négociants, les expéditeurs qu'on nommait plus familièrement, et puis après, il y avait des grossistes de la région qui allaient de Nice, la région niçoise, jusqu'à Montpellier. Tout le Grand Sud-Est était représenté. C'était des gens qui venaient 2-3 fois par semaine et qui venaient s'approvisionner sur le marché, sur le mine de Cavaillon. Cavaillon, c'était le cœur du département, comme Château-Renard était le cœur du nord du département des Bouches-du-Rhône. Pourquoi? C'est eux qui donnent la tendance du prix. Si le prix est faible, ça veut dire qu'il y a trop de marchandises sur le marché. Mais si le prix est haut, on te dit « Ah, à Cavaillon, aujourd'hui, il a fait 5 francs 80. » Alors là, 5 francs 80, c'était quelque chose déjà. Salvador Sanz Domingo a lui aussi découvert le mine avec son père agriculteur. Mon père, il avait des courtiers qui faisaient la Côte d'Azur. Le marché était une excuse pour les rencontrer. Parce que sinon, il allait directement chez ses courtiers, qui étaient des camions qui partaient sur la Côte d'Azur, et il vidait ça. Mais mon père aimait bien arriver pour voir les prix.
Parce que ma mère avait un talent pour coiffer les babys. Les babys, c'est des caisses de 10 kilos des artichauts. Il fallait coiffer l'artichaut, la caisse, pour qu'elle soit agréable. C'était des œuvres d'art quand elle le mettait, les couleurs de l'artichaut, etc. Il ne faut pas croire que ça se fait comme ça. Elle était très douée pour faire ça. Et sur le marché, c'était le seul à avoir une marchandise comme ça. Et il avait souvent 50 centimes de plus que n'importe qui. Parce que le gars, quand il disait, quand je vais arriver sur la Côte d'Azur, je mets ce baby sur le plateau, là, à la vente, tout le monde va se jeter dessus, tellement c'est joli, tellement c'est bien fait. Les queues rentraient les unes derrière les autres, les artichauts étaient comme ça, c'était magnifique. Elle faisait un truc superbe. Et quand mon père arrivait au marché, il vendait facilement. Et toujours aux mêmes personnes. Mais il aimait venir avant pour avoir la tendance. Alors les gens arrivaient, ils disaient « Tu as quelque chose à vendre ?» « Non, j'ai rien à vendre, ça a été acheté. » Ce qui n'était pas vrai. Mais comme on savait qu'on allait voir les camions, là, on voulait avoir le prix. Les gars des camions passaient, ils faisaient un petit signe de la main. Hop, comme il y en avait 1500 kilos, c'est pas grave. On prend tout. Voilà, on prend tout. Alors il y avait une vingtaine de camions qui faisaient la Côte d'Azur. Et on avait 4 ou 5 machins. Alors on lui dit « Oh putain, ne prends pas tout à Domingo, laisse-moi ça pour moi, j'en ai pas eu assez, c'est pas une bonne marchandise. » On se partageait, ils se partageaient les choses. Et chacun vivait, c'était bon enfant, quoi, voilà. Les acheteurs de la Côte d'Azur, ils étaient sérieux. Alors, ils avaient une grosse machin où c'est qu'il y avait des milliers de... Voilà, il y avait de l'argent de partout. Alors ils sortaient, ils payaient comme ça au cul du camion. Et on rentrait avec les mains pleines d'argent, c'était extraordinaire. Après avoir passé 4 mois à crever la dalle, mon père, il avait des rondes de partout, il arrivait, il a donné à ma mère, et bon, c'était catastrophique. Parce qu'il était assez dépensier, papa. Voilà, il était comme ça. C'est la fin de ce nouvel épisode au Pays du Melon. Merci à Émile Morlot, Jackie et Roselyne Mazelli, Bernard et Eliane Joumont, Michel Javaloyès, Roland Bourg, Sabine Rochas et Salvador Sanz Domingo pour leurs précieux témoignages. Merci aussi à toute l'équipe du Mine de Cavaillon, Delphine Canonnier et Claire Coum-Gaucher, Laurent Leton et Benoît Mathieu pour leur aide et leurs conseils. Merci à Emmanuel Tremblay et Nathalie Espeltili, ainsi qu'à Leila Aïdouni, Fanny Buteau, Colline de Haro, Amaël Dupré et Sabine Rochas d'avoir participé de près ou de loin à la réalisation de ce podcast. Merci enfin et surtout à Elsa Dimowski pour son soutien et son oreille attentive. Ce podcast est une coproduction des médiathèques LMV et de l'association Le Pays du Melon. Merci à l'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse ainsi qu'à Hélène Maignan et à toute l'équipe des archives municipales de Cavaillon pour leur aide précieuse. La prise de son et la réalisation sont de Elliot Bourrel-Rochas. La musique originale est signée Bohom. Retrouvez cet épisode et les suivants sur vos plateformes habituelles d'écoute, sur la chaîne YouTube des médiathèques LMV, ainsi que sur lepaydumelon.fr. Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous connaissez des personnes qui souhaitent raconter leur histoire, écrivez-nous à contact@lepaydumelon.fr. À bientôt!